Une exposition, c'est un musée qui dialogue avec un public. Le choix du sujet est essentiel puisque le sujet n'existe que si le public existe. L'exposition Confucius est associée à un phénomène plus large, il s'agit des années croisées franches-Chine. Du fait de l'identité même du musée Guimet, qui est un musée quand même très spécialisé dans l'art asiatique, nous nous devions de prendre un thème qui soit un thème marqueur, hein, un thème fondamental, et il est évident que le personnage de Confucius est un personnage transversal dans l'histoire chinoise, puisqu'il traverse 25 siècles, c'est-à-dire 7 ou 8 dynasties, et il est en permanence constant, d'une part. D'autre part, finalement, tout le monde le connaît, enfin, tout le monde connaît son nom, mais personne ne sait rien ici. L'exposition devenait un phénomène obligatoire pour approfondir cette connaissance. Exposition difficile à réaliser parce que ce n'est pas une exposition d'art, c'est une exposition littéraire et philosophique. L'esprit, pour moi, appartient au conservateur qui conçoit l'exposition. J'avoue que j'ai été dirigiste. Alors, les partis pris muséographiques découlent du dialogue qu'on a installé entre Jean-Paul Desroches et moi-même pour produire l'exposition. Je me suis inspiré du temple de Confucius. Il y a le rythme du portique, par exemple, qui est très fréquent dans le temple confucéen. Ça suggérait l'idée que l'exposition certainement serait séquencée, c'est-à-dire qu'on aurait affaire à une succession d'événements et d'un parcours linéaire avec un début et une fin. Donc une exposition, c'est une suite d'éléments, de documents que le public peut toucher, voire toucher des yeux. Là, nous n'avions aucun document. Il fallait donner une imagerie. Et donc pour avoir l'unité et la cohérence, on a fait intervenir un artiste contemporain. Yétine était déjà là, elle avait commencé à travailler quand je suis arrivé. Et bien très tôt, en fait, on a dialogué notamment sur les couleurs. C'est quelque chose que j'ai croisé évidemment avec la mise en ambiance et l'idée du clair-obscur. La première salle est, et là ce sont les mots de Jean-Paul, est une nuit étoilée. Le premier groupe d'objets, on rentre et on a un hôtel rituel avec des objets chambres. C'est qu'il est descendant des rois chambres. Et donc il fallait évidemment le montrer, et on l'a montré par ces objets rituels, puisqu'on a présenté les autres bronzes, sont des bronzes contemporains de Confucius, et c'est les objets qui font le lien entre les ancêtres et le contemporain. Par contre, quand on rentre pour Confucius, c'est l'aube. On est éclairé du bas. Et ça, c'est la deuxième salle, et par contraste, finalement, cette lumière rose qui accompagne l'œuvre de Yexin, donc cette vie de Confucius en 30 tableaux, crée un événement fort, c'est le deuxième temps du parcours. Les écrits confucéens, pour être sauvegardés, on les a gravés sur pierre. On a repris la catégorie, le profil, les proportions des stèles pour les dresser dans la troisième salle de l'œuvre, et on a fait, toujours par le même peintre calligraphe, recopier 19 des sentences les plus célèbres. On a pris soin de mettre les phrases et les citations longues au début parce qu'on sait que le public n'est pas fatigué, et j'ai mis des citations courtes à la fin parce qu'il y a une saturation. Et puis c'est dans cette voie verticale on déambule, et l'arrière des arbres nous propose des traductions. À côté de ces calligraphies, évidemment, on a donné les quelques fragments de stèles qui ont subsisté, mais qui sont des fragments minimalistes. Dans l'éducation confucéenne, on devait pratiquer ce qu'on appelle les 6 arts. 2 de ces arts sont consacrés à un rapport intellectuel avec la pensée, puisqu'il s'agit des mathématiques, le premier, et le deuxième, la calligraphie, l'écriture. 2 autres sont en rapport avec une approche plutôt artistique, la danse et la musique, et donc il suffisait d'installer les 2 instruments principaux de l'orchestre chinois de l'époque, c'est-à-dire le carillon de cloche et le carillon pierre sonore.
et ce qui touche plutôt au sport et au rapport avec le corps, c'est-à-dire le tir à l'arc et la conduite de char. Ça, c'était la première partie de l'exposition. Donc, c'est 50% de l'exposition, c'est les fondements, Confucius, son milieu, sa pensée, sa doctrine et la mise en application. La deuxième partie, c'est ses prolongements, c'est-à-dire la manière dont tous ces éléments vont entrer dans la société, vont être le socle de la pensée chinoise, le socle du gouvernement, par le truchement d'une classe sociale qu'on appelle les lettrés. Le mieux, c'était les portraits, notamment de lettrés, à travers des générations. Donc on a réuni une famille, la famille Liu, sur 13 générations. Parce que ça nous permettait d'installer encore une fois la série. Alors quand on a 23 objets comme ça, qui sont tous avec le même cadre, un peu dans les mêmes formats, etc., la procession elle est facile à raconter. C'est-à-dire que c'est une succession de plans qui va continuer à accompagner la progression du public dans le parcours de l'exposition et son contenu. On va encore augmenter cette présence en ajoutant leur costume, leur coiffure. Donc vous voyez, c'est à partir de rien, puisque nous avions rien, à partir de rien, c'est d'insuffler à partir de rien et de terminer par la vie. Je crois que le travail qu'on fait, nous, en tant que scénographe, c'est apporter une dimension intuitive sur les réalités du sujet. Et finalement, elles sont produites, je crois, par les objets, par leur forme, et ce dialogue qu'on a réussi à installer entre le conservateur et le scénographe. Je crois que le métier de scénographe, il devient intéressant quand justement on sait exactement ce qu'on va devoir exprimer par le biais de l'espace, de sa mise en lumière, de la position des objets les uns par rapport aux autres. C'est une sorte de langage en fait, ce maître. Et moi je suis d'une certaine façon le premier public, enfin le premier visiteur de l'exposition. Alors comment ça se passe? Bon, évidemment, première prise de contact. Une chose très importante, vraiment hyper importante, c'est qu'on ait une sorte d'inventaire photographique de l'exposition, de la collection des objets. C'est pas toujours le cas. Donc là, on avait un inventaire assez précis et en couleur. Et puis ensuite, il y a, bon là dans le cadre des marchés publics, une concurrence nécessaire, des entreprises qui vont réaliser. Donc on établit ce qu'on appelle un dossier de consultation d'entreprise. Un DCE. La fameux DCE, et qui décrit par le menu tout ce qui doit être construit pour l'exposition. Il y a un moment donné où tout le monde va se retrouver dans une unité de lieu, donc il y a des heures, il y a des gens qui sont inquiets pour les objets, il y a en l'occurrence il y a des gens qui viennent de Chine avec leurs objets, très attentifs, etc. Donc il y a des imprévus. Mais par exemple, une autre chose qu'on n'avait pas prévu, c'est que les pierres n'avaient pas été pesées. Donc on avait évalué leur poids en fonction de leur dimension et en tablant sur une densité qui nous semblait être raisonnable. Il se trouve qu'en fait on s'était complètement trompé sur la densité. C'était une pierre beaucoup plus lourde. Donc on pensait voir arriver des objets de 350 kg, ils ont pesé 700. Donc là forcément au dernier moment, modifier des structures en métal extrêmement importantes pour élever au regard ces pierres très lourdes. Il a fallu relever ses manches et puis le faire très vite. C'est de l'intérieur, la substance même de l'œuvre qu'on doit sortir les clés. La muséographie n'est que le prolongement, n'est que la main exécutrice de ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre. Et dans une exposition, c'est un endroit où on va vivre pendant 1 heure ou 1 heure et demie, dépend des publics, l'illusion d'un temps, d'un moment et la rencontre avec Confucius.